Bonjour, bienvenue à une présentation sur les familles d'accueil. Donc, la capsule est présentée par Julie, Marie-Lou, moi-même et Tina. En fait, on vous parle des familles d'accueil parce qu'on s'est toujours demandé, ça a été un sujet là, qu'on a abordé entre nous dans notre sujet de recherche, si les familles d'accueil étaient vraiment en lien avec la DPJ. C'est ce qu'on va aussi essayer de répondre durant toute la présentation. Et on voulait savoir si vous saviez que la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec avait initié un groupe de travail sur la formation initiale des parents d'accueil en protection de la jeunesse. Alors, voici notre plan de présentation. On va commencer avec la ligne du temps où on va parler de la DPJ, des lois et un peu définir c'est quoi une famille d'accueil. On va faire l'état des connaissances scientifiques, on va vous parler des enjeux et on va nommer quelques pistes d'intervention pour enfin terminer en conclusion avec un petit jeu sur Kahoot. Et notre question aussi qu'on s'est posée, c'est quelles seraient les problématiques que vivent les familles d'accueil au Québec. Mais vous savez, une famille d'accueil, on a été exposé à ça là, autant en notre jeunesse qu'au niveau de la télévision et de la fiction. Fait que sans contredit, là, vous avez peut-être déjà entendu parler de Rémi sans famille, de la série Heidi ou même du livre de la jungle. Mais vous avez peut-être lu et regardé le Oliver Twist ou même le film Les choristes. Et sans compter là au Québec, Watatata qui était très populaire aussi auprès des familles d'accueil. Au niveau de la ligne du temps, vous savez, les familles d'accueil, c'est un concept aussi qui est là depuis très longtemps. C'est ce qu'on va vous présenter très brièvement au niveau de la ligne du temps. Dans l'Antiquité, par exemple, les Égyptiens recueillaient là, les enfants qui étaient sans parents. Au Moyen Âge, avec le christianisme et l'Église, mais ça s'est chargé très tôt des enfants abandonnés. Dans les temps modernes, on parle même d'enfants bâtards et d'orphelins pour aussi, dans le fond, passer là, aux sœurs catholiques au niveau de Marguerite Diouville qui s'occupait des orphelinats. Quand est arrivée l'industrialisation, les enfants sont vus comme de la bonne main-d'œuvre, donc c'est les écoles industrielles un peu là, qui sont nées. Il y a eu beaucoup de création d'hospices et de crèches aussi. Quand l'adoption légale est arrivée en 1920, ça a changé le portrait et c'est devenu des placements institutionnels. Au niveau des lois, depuis 1900, c'est sûr que ça commence avec celle-là parce que c'est la loi sur les jeunes délinquants. Ça permet une meilleure transition d'un enfant adopté dans des écoles industrielles. Donc, on passe de 80%, 83,9% dans probation, qui s'en vont là, de 8% de ce pourcentage-là s'en va en famille d'accueil. L'éducation est bien surveillée avec cette loi. En 1950, il y a les écoles de protection de la jeunesse qui, dans le fond, sont mises en place par un système de protection de l'enfance où elles obtiennent vraiment un financement pour aider les familles et les enfants. Mais c'est en 1960 que la loi de la protection de la jeunesse arrive avec deux modifications pour qu'en 1984, elle soit reconnue toujours dans un objectif d'adopter de la stabilité dans un milieu de vie familial avec 4 principes reconnus. Et aussi en 93, on connaît maintenant l'arrivée des centres de jeunesse et c'est là que l'expertise psychosociale a aidé des jeunes au niveau de la réadaptation. À partir des années 2000, beaucoup de projets de loi apparaissent. Okay? On ne va pas aller en détail dans ces projets-là. Par contre, on voulait souligner en 2008 l'entrée en vigueur de la tutelle en vertu de la loi de la protection de la jeunesse, qui va en fait permettre aussi en 2017 la reconnaissance du lien de filiation de l'enfant avec le parent d'origine. Sans oublier aussi le projet de loi 15 en 2023, oui, qui a été renouvelé et ça a donné vraiment là, quelque chose de plus adapté à l'enfant, c'est-à-dire soit selon son intérêt, le privilégier le milieu de familial, ou lorsqu'il est retiré de son milieu, il peut avoir un lien avec la fratrie, et ça favorise aussi l'implication des parents dans une perspective de responsabilité parentale. Puis on s'est demandé aussi si le projet de loi 15 c'était vraiment une réforme de la DPJ. Donc le sujet de l'heure, hein, on va bien sûr définir qu'est-ce qu'une famille d'accueil. Donc dans une famille d'accueil, ça peut accueillir de 1 à 9 jeunes qui sont confiés par un établissement public. Et c'est ça la différence là, avec une famille d'accueil ou d'adoption normale. Les enfants, les jeunes sont vraiment sous institution publique. Si on veut être famille d'accueil, on peut participer à des soirées d'information et s'informer auprès de notre CIS ou de notre CIUS de notre région afin d'avoir plus d'informations.
On voulait vous parler aussi de la DPJ parce que c'est l'élément déclencheur d'une création d'une famille d'accueil. Donc, bien sûr, là, au niveau des interventions de la DPJ, on voit étape par étape comment ça fonctionne. Habituellement, les familles d'accueil peuvent être plus, à long terme, être présentes dans l'orientation et le choix des mesures de protection en l'étape 3. Mais puisque c'est aussi les milieux de vie qu'on va voir dans la prochaine diapositive permettent une mesure de protection immédiate pour un enfant dans une situation d'urgence, bien, ça peut aller dans la section 1. On voulait aussi souligner qu'au niveau du ministère de Santé et Services sociaux, au niveau de l'organigramme, ben, c'est le ministre là, responsable des services sociaux qui gère la DPJ et sous sa direction générale des services sociaux, Catherine Lemay. Les milieux de vie qui sont privilégiés pour les familles d'accueil, il y a la famille d'accueil régulière, il y a la famille d'accueil de type de banque mixte, comme on avait vu au niveau de l'adoption. Il y a la famille de proximité, c'est-à-dire que c'est une famille où il y a un lien familial déjà et de sang là, présent avec le jeune. Et il y a la famille d'accueil d'urgence, comme je l'expliquais tantôt, qui peut être en mesure de prendre un enfant rapidement lorsqu'il y a un signalement. Donc, on est rendu à l'état des connaissances. On a fait un peu le tour des statistiques. En 2011, on s'est rendu compte que c'est la première fois que les enfants en famille d'accueil étaient dans le dénombrement. En 2021, par contre, ils ne faisaient plus partie du dénombrement. Ils étaient mis dans la catégorie de personnes vivant avec d'autres personnes apparentées. Donc, on a perdu le décompte au niveau des jeunes en famille d'accueil. En Outaouais, on a réalisé, dans le fond, qu'il y avait 34 163 enfants qui étaient en ressources de type familial, qui est 23% d'eux, ce qui est quand même significatif comparé au suivi dans le milieu familial. Et aussi, en Outaouais, on a remarqué qu'il y avait un manque, bien sûr qu'il le mentionne, qu'il y avait un manque de familles d'accueil. Au niveau des problématiques, on en a relevé beaucoup, on ne vous le cachera pas. En ce moment, on a fait plus le tour sur celles qu'on rencontrait au niveau de la théorie de l'attachement et de la théorie de l'empowerment, parce qu'on trouvait que c'était vraiment important de le mentionner. Ça les impacte là, sur les parents, les enfants, sur tout le développement de leur personnalité. Puis au niveau de l'empowerment aussi, positivement, par contre, ça peut aider les familles à avoir un processus de prise en charge, prise en main. Puis les défis et difficultés rencontrées, bien, les parents ils ont peur du jugement, ils ne demandent pas nécessairement de l'aide tout le temps. Ils disent manquer de support et de formation pour les familles d'accueil et de communication. Ça crée aussi pour eux un stress financier et de l'injustice pour celles qui sont à faible revenu, puisque le budget est géré d'un 6 ou d'un SUS à l'autre. En 2019-2020, il y a eu la commission d'enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la commission Laurent, qui mentionnait certaines problématiques là, au niveau de l'intérêt de l'enfant. Et les recommandations qui ont sorti de ça bien, sont basées, en fond, sur les problématiques. Donc, ce sont des recommandations qu'on se questionne encore un peu le concret de ça. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui a été soulevé. C'est la réinstauration du programme en périnatalité au niveau de la petite enfance. Dans nos recherches, on a remarqué aussi qu'il y avait 6 enjeux qui gravitaient autour des familles d'accueil. Donc, bien sûr, il y a la pénurie de main-d'œuvre, hein, on le sait, on le vit même nous-mêmes, au niveau de la DPJ, au niveau du manque de ressources du personnel. Puis, comme les placements, ils se font en l'urgence habituellement, mais il y a certaines étapes des protocoles qui ne sont pas maintenues dans le temps. On a aussi remarqué qu'il y avait un manque d'harmonisation dans le processus de pairage avec les familles d'accueil, donc les intervenants font beaucoup de compromis. Par la suite, on s'est rendu compte que les besoins chez l'enfant diffèrent d'un à l'autre, donc les interventions aussi, ce qui permet aussi de ne pas tout le temps assurer le processus de développement de l'enfant avec les parents. Et on ne peut pas passer à côté que ce développement-là, il est vu comme dans le processus d'attachement aussi, et que la DPJ a des attentes envers les familles d'accueil qui ne sont pas tout le temps comblées. L'avant-dernier enjeu, c'est qu'on a remarqué que les placements antérieurs sont vécus de plus en plus par les familles comme étant des nouveaux fardeaux. Donc, bien qu'une famille d'accueil veuille bien avoir un enfant, l'enfant qui est su par la suite, il y a moins de stabilité puis il y a moins de consistance de la part de la famille d'accueil.
Le dernier enjeu qu'on a soulevé, c'est les placements qui sont prématurés. Et on a constaté que ça entraîne chez certaines familles d'origine le manque d'attachement, du moins avec les familles d'accueil. Donc, en fait, plus l'enfant reste dans une famille d'accueil, plus il est attaché à celle-ci. On a remarqué l'enjeu qui revient le plus, c'est l'enjeu financier, bien sûr, non seulement du manque d'argent et d'attribution, de rétribution, pardon, des familles d'accueil, mais aussi par rapport au budget qui a été mis de l'avant au niveau de la DPJ et du ministère de la Santé et des Services sociaux. On remarque bien que ce soit dans chaque CIS et CIUS, ce soit géré différemment. En 2023, il n'y a absolument rien encore de concret et il y a un manque de standards au niveau de l'attribution des finances. Puis on peut alors parler, oui, qu'il y a une certaine fragilité du système de la DPJ. En termes de... On approche de la conclusion. Dans le fond, au niveau des pistes d'intervention, ce qu'on a remarqué, c'est que avant l'ère industrielle, bien sûr, c'était sur l'autodétermination des familles, mais au niveau avec l'arrivée de la DPJ, on a vu que les interventions sont beaucoup plus encadrées. Ça nous a amené à nous poser des questions quand même sur c'est quoi les vraies retombées pratiques, mais on a quelques exemples à vous proposer. Il y a la Fondation des jeunes de la DPJ qui a mis de l'avant, dans le fond, la pyramide des besoins de Maslow, puis qui travaille avec les familles d'accueil, ce modèle-là. Le voici. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'ils permettent de faire aussi le développement de l'enfant et arriver à son épanouissement. Il y a encore aussi le modèle attachement, régulation et compétences qui a été développé dans certains CIS et CIUS du Québec. Puis à travers l'identification des traumas, ces trois concepts permettent d'atteindre des objectifs au niveau, encore une fois, du développement des jeunes. En conclusion, on reste encore avec beaucoup de questions sur la situation des familles d'accueil au Québec. Quel est l'avenir de ces familles d'accueil? Comment le travail social peut vraiment être exercé? Est-ce que l'utilisation des déterminants sociaux de la santé sont vraiment bien appliqués? Est-ce que les effets positifs et négatifs sur les enfants et les familles sont bien documentés? Ça nous amène à nous demander aussi comment les services sociaux vont évoluer dans un contexte plus précaire et rempli de défis. On a, bien sûr, je crois que vous avez compris qu'on a répondu à la question de départ qu'elle était, est-ce que les familles d'accueil sont en lien avec la DPJ et vice-versa? Et bien sûr que oui, puisque les familles d'accueil dépendent dans le fond des établissements publics. Il y a toujours de l'espoir. Vous savez, il y a la Société de l'aide d'enfance à Ottawa qu'eux aimeraient revoir et recorriger la formule de financement au niveau des agences afin de mieux épauler et appuyer les familles dans leur milieu familial. Merci beaucoup pour votre écoute. On va continuer et terminer avec un petit jeu sur Kahoot.